la pyramide de Sénéfrou. Ce n'était pas un siècle. Et ceci sur des données mathématiques très précises. Et on sait également que les Égyptiens étaient de grands spécialistes en médecine. La médecine était tellement spécialisée qu'il y avait, selon le témoignage même d'Hérodote, des médecins uniquement pour les yeux, d'autres pour les maladies de l'estomac, et ainsi de suite. Et il y avait aussi des généralistes et d'autres qui sont, si vous voulez, qui ne s'occupaient que des maladies, qui étaient des spécialistes de la guérison psychologique. Ce qu'on aurait pu appeler aujourd'hui les thérapeutiques spéciales, par exemple, qu'on utilise dans certains hôpitaux psychiatriques. Les Égyptiens connaissaient ces méthodes. Le traité du papyrus Smith, dont nous ne possédons hélas qu'une partie, montre que l'Égyptien était arrivé au niveau d'une véritable science en ce qui concerne la chirurgie osseuse. Et c'est dans le papyrus Smith que le cerveau a été désigné pour la première fois dans toute la littérature scientifique et médicale de l'Antiquité par son vrai nom, et c'est aussi la première fois que l'on a essayé, avant Broca pour ainsi dire, d'identifier les différentes fonctions du cerveau, c'est-à-dire les lésions du cerveau en liaison avec les paralysies que ces liaisons vont produire aux différentes parties du corps. Donc, tout cela montre que l'Égyptien avait atteint un niveau scientifique extrêmement élevé dès l'Antiquité. Ce niveau de la civilisation égyptienne ne concernait pas seulement les sciences exactes, il concernait également aussi les arts. Je vous ai dit que l'architecture en pierre de taille remonte à la 3e dynastie. L'art a influencé l'art égyptien, a influencé l'art grec, à n'en pas douter. Le canon pictural est le même, et on le retrouvera tout à l'heure, et ainsi de suite. Je voudrais juste donc illustrer très rapidement ce développement par quelques clichés que l'on va projeter avant d'arriver donc à la 3e phase. Donc, la 2e phase au cours de laquelle la civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique, de nouveau, a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale. Donc, vous voyez, une première période, c'est la période préhistorique. L'humanité, née en Afrique, et sort de l'Afrique pour peupler les autres continents. Donc, ensuite, nous entrons dans la période historique. L'Égypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce, qui, à son tour, les transmet à l'Occident. Un mot seulement sur les savants qui ont été en Égypte pour s'initier. Le premier en date, c'est bien sûr Thalès. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte. Lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages, n'est-ce pas, et des mesures devant la grande pyramide, c'est vraiment une idée grotesque. Il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès est allé en Égypte et puis qu'il s'est initié, n'est-ce pas, à la science égyptienne. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état fruste. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier.
Pythagore, Socrate est mort en buvant la ciguë, et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités, avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique, qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des steppes eurasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli, Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès, et c'est Périclès qui l'a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas. Ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la plèbe, les sans-feu ni lieu, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités, qui par conséquent devait conquérir le droit de cité par la force, qui, tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe. Et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais tout ceci pour dire donc qu'il y avait antinomie entre structure sociale grecque traditionnelle et science ou philosophie. Par contre, la science et la philosophie, c'est en Égypte qu'elles fleurissaient, et en particulier la science. Et c'est en Égypte qu'il fallait aller la chercher. C'est la raison pour laquelle, donc, Thalès y est allé. Il a introduit la géométrie en Grèce à son retour. C'est ce que nous enseignent tous ses biographes. Et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès, Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte et lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte. Pythagore s'était fait recommander du tyran de Samos à l'époque, et il est venu, c'était sous Amasis, le pharaon d'Égypte, qu'il a envoyé à Thèbes, à Héliopolis d'abord, et les prêtres d'Héliopolis lui ont dit qu'ils ne sont pas versés dans les sciences, il faut aller à Memphis. Il va à Memphis, les prêtres de Memphis le renvoient à Thèbes. Vous voyez, l'Égyptien n'était pas chaud pour divulguer la science. Il y avait plusieurs niveaux d'initiation. Et malheureusement, vous voyez, une civilisation qui se perd, n'est-ce pas, recèle, si vous voulez, les éléments fossoyeurs même, ses propres éléments fossoyeurs, mais on ne s'en rend pas compte. Et cet esprit initiatique a perdu l'Égypte parce que l'Égypte était une civilisation élitiste. Alors Pythagore va à Thèbes pour se faire initier, et là-bas aussi, on ne le reçoit pas, on le renvoie, on lui fait faire des travaux rébarbatifs qui ne servent à rien, de creuser des trous, voilà. Et puis après, on lui dit de remblayer. Et il s'est prêté de bonne grâce à toutes ces brimades. Et finalement, les prêtres égyptiens l'ont pris en sympathie et ont décidé de l'initier. Voilà donc comment Pythagore a fini par vaincre la résistance égyptienne
et ils l'ont rasé. Donc il y a tout un rituel auquel il s'est soumis et il a été initié. Et il est resté pendant 20 ans, 22 ans en Égypte. On ne reste pas dans un pays pendant 22 ans pour apprendre des recettes. Donc, le théorème dit de Pythagore, l'Égyptien le connaissait, c'est un des problèmes, c'est le problème numéro 6 du papyrus de Moscou. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur tout cela. Dans la duplication du carré, il fallait absolument aboutir également au théorème, justement, de Pythagore. Et les Égyptiens ont défini une longueur qui permet de construire un carré double et qui est égal à A racine de 2, le nombre irrationnel par excellence. Par conséquent, le double, la définition d'une longueur qui s'appelle le double Riemann et qui consiste précisément à réaliser la duplication du carré, cette seule définition d'une longueur dans la géométrie égyptienne, impliquant la connaissance à la fois de du côté et multipliée par racine de 2 pour avoir précisément la diagonale qui donne le côté du carré double, montre, à n'en pas douter, que l'Égyptien connaissait ce théorème et qu'il le démontrait sans chiffres, effectivement, et tant d'autres choses. Et par voie de conséquence aussi, les nombres irrationnels que l'on a attribués à Pythagore. Ainsi donc, c'est comme ça que Pythagore est resté si longtemps en Égypte pour s'instruire. Et les Égyptiens ont souvent dit, que souvent, Diodore l'a relaté, que les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. Ce n'était pas un secret. Mais parmi tous les Grecs qu'ils ont initiés, c'est Pythagore qu'ils aimaient le plus parce que c'est Pythagore qui avait gardé dans son enseignement l'aspect symbolique de l'enseignement égyptien. Les Égyptiens étaient extrêmement symbolistes dans la transmission de leurs sciences et Pythagore avait gardé cet aspect. Nous avons retrouvé les signes pré-algébriques qu'utilisaient Pythagore, et en tout cas les pythagoriciens, parce que Pythagore n'a pas écrit, ses écrits n'ont pas survécu. Mais les pythagoriciens de Crotone, n'est-ce pas, on a retrouvé les signes pré-algébriques qu'ils utilisaient et qui sont des signes hiéroglyphiques égyptiens qui montrent à n'en pas douter également, n'est-ce pas, l'influence de l'Égypte sur la science grecque. Alors, tout cela, de la même façon, montre que la Grèce est allée s'initier en Égypte. Et mieux, même les savants qui n'avaient pas fait le voyage, souvent l'inventaient. C'est dire aussi que les Grecs ne se mettaient pas sur le même plan que l'Égypte. Et même vaincue, l'Égypte restait l'institutrice de toutes les vieilles jeunes civilisations montantes de la Méditerranée septentrionale. C'est Platon, Strabon, qui était un grand savant de l'Antiquité, mais un savant chauvin qui était conscient de la valeur de la civilisation de la Méditerranée septentrionale à son époque. Strabon relate que quand ils ont visité l'Égypte, quand il a visité l'Égypte et le Fayoum, ils étaient en groupe, on leur a montré les chambres où Platon et Eudoxe, le mathématicien, séjournaient quand ils sont venus se faire initier à la cosmogonie égyptienne d'Héliopolis. On leur a montré les chambres où séjournait Platon, où Platon et Eudoxe ont séjourné. Pendant 13 ans, ils sont restés en Égypte pour se faire initier dans la cosmogonie héliopolitaine. Et si vous voulez en avoir une preuve palpable, relisez le Timée de Platon, où justement sa cosmogonie est consignée, et relisez la cosmogonie héliopolitaine. Vous ne pouvez pas comprendre les lacunes et les obscurités de Platon si vous ne relisez pas, si vous ne prenez pas côte à côte, n'est-ce pas, lisez pas, n'est-ce pas, parallèlement, la cosmogonie héliopolitaine et le Timée de Platon. Mais alors toutes les obscurités s'éclairent d'une lumière singulière. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans Civilisation ou Barbarie. Donc, les éléments ne manquent pas pour retracer justement cette influence que l'Égypte a eue sur la Grèce en particulier et sur l'Occident d'une façon générale. Et les Latins, qui avaient moins de contact avec les Égyptiens, n'ont rien apporté aux sciences exactes. Voilà aussi une contre-preuve. Les Latins étaient de grands bâtisseurs, une certaine architecture qui ne faisait que reprendre les formules
la section d'or que l'Égypte avait déjà connue depuis 2778 et tant d'autres. Mais aux sciences exactes, les latins n'ont rien apporté. À la morale et un peu à la philosophie avec Lucrèce. C'est vrai. Mais là aussi, nous retrouvons les éléments même de la philosophie héliopolitaine, mais sûrement repensés, assimilés, n'est-ce pas, et rendus dans l'esprit grec. Ça, c'est un véritable apport grec, c'est en fait que le matérialisme de l'Antiquité, de Leucippe, n'est-ce pas, à Démocrite, n'est-ce pas, et jusqu'à Lucrèce, c'est en fait. Mais si vous prenez les sciences exactes, les latins n'ont pratiquement rien apporté. Alors, donc voilà la deuxième période au cours de laquelle l'Égypte apportera tous les éléments de la civilisation, même ayant déjà perdu sa souveraineté nationale, parce que les Assyriens sont venus très rapidement, mais à partir de moins 525, Cambyse occupe l'Égypte. Cambyse était sujet à des crises de folie. Il avait donné l'ordre de détruire tout ce qui fut la grandeur de l'Égypte. On a brûlé les bibliothèques, détruit les temples, transporté des ouvriers à Persépolis, justement, pour construire une nouvelle capitale, parce que les Perses n'étaient pas encore été dans l'état semi-barbare et n'étaient pas capables, n'avaient pas atteint un niveau technologique qui leur aurait permis, justement, de résoudre certains problèmes techniques. C'est Diodore qui nous apprend qu'après la destruction justement de l'Égypte, après la soumission de l'Égypte, il a fallu prendre des ouvriers égyptiens pour aller construire la ville de Persépolis. Donc, voilà tous ces éléments qui montrent comment la civilisation, le flambeau est passé de l'Afrique dans l'Antiquité à la Grèce. Officini vous offre un espace de travail convivial où prime le confort et le bien-être. À Officini, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour travailler dans les meilleures conditions, allant des bureaux privés, salles de réunion et de formation, des open space tous entièrement équipés, respectant les mesures sanitaires de sécurité, surtout en cette période de pandémie. Officini vous offre un cadre de travail inspirant et accessible en termes de coûts. Officini, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.